Salut! Dans cette vidéo, nous allons quitter le domaine de l'audio pour nous intéresser à la radio. Et plus précisément au fameux mélangeur pentagrid, ce qui va nous donner l'occasion de parler des récepteurs super hétérodynes et des changements de fréquence. On est parti! Il y a un problème récurrent en radio, quelle que soit la technologie utilisée et quelle que soit l'époque, c'est le problème des signaux faibles. Le problème des signaux faibles, c'est tout simplement l'aptitude que va avoir un récepteur d'extraire des signaux utiles dans un spectre, dans du bruit, et en particulier quand les valeurs de ces signaux sont très faibles. C'est ce qui va entraîner les problèmes de sélectivité et de sensibilité. Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, là, sur lequel je mets mon pointeur laser, c'est le spectre de ce que l'on appelait les premiers émetteurs à étincelles, qui étaient les émetteurs de graphie, qui ont été utilisés par exemple sur le Titanic. Ils avaient pour particularité d'avoir un spectre étalé, en fait très large, lié à leur construction. Je ne vais pas vous expliquer ces récepteurs, ces émetteurs à étincelles, je le ferai dans le cadre d'une vidéo historique sur l'histoire de la radio, sur l'histoire de la technologie de la radio. Alors le problème de ces trucs-là, c'est que ça émettait sur une bande assez large, avec des puissances absolument considérables, il y avait peu de récepteurs, et on peut dire que d'une manière générale, le spectre était principalement gêné à l'époque, par des perturbations atmosphériques. Alors rapidement, dès les années 20, on a mis au point la modulation d'amplitude. La modulation d'amplitude, utilisée en ondes moyennes ou en grandes ondes, il faut savoir qu'autour de la porteuse, on a en général 2 fois 5 kg, c'est-à-dire ça fait quelque chose, un canal, sur lequel son occupation spectrale ici est de l'ordre de 10 kg, donc il a bien fallu trouver une solution pour améliorer la réception de ces signaux, ce qui était moins critique quand on était sur des émetteurs en graphie, avec évidemment moins d'émissions dans les années 1900 jusqu'à 1910-1920, jusqu'à la guerre, on va dire. Alors pour ça, il y a deux problèmes à vaincre, mais qui sont significatifs d'un récepteur. C'est ce qu'on appelle la sélectivité et la sensibilité. La sélectivité et la sensibilité d'un récepteur sont liées, même dans des récepteurs à large bande d'ailleurs. Et la réponse qui a été donnée pour régler ce problème de sélectivité du récepteur, elle a pris trois formes. La première, c'est ce que l'on appelle les récepteurs à amplification directe, ce que vous voyez ici. Ça, c'est un Philips. Je vous ai mis une photo parce que je ne dispose pas de ce récepteur pour vous le montrer. C'est un grand classique de la restauration. Alors, ils sont commercialisés sous le nom de superinductance, puisque c'était le nom commercial utilisé pour entrer en compétition contre le récepteur super hétérodyne, mais en réalité, c'est ce que l'on appelle un récepteur à amplification directe. Le deuxième récepteur, c'est ce que l'on appelle un récepteur à super réaction. Il ne repose pas sur le même principe. Il y a une réaction qui est faite à l'intérieur du récepteur pour en augmenter la sensibilité. Et enfin, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est le fameux récepteur super hétérodyne qui, bien sûr, est toujours utilisé de nos jours dans toutes les applications possibles de la radioélectricité. Venons-en maintenant au filtre LC. Alors, il faut savoir que dans la radio, la compréhension du filtre RLC est centrale. J'y reviendrai dans le cadre d'une vidéo. Je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas décrire dans le détail les calculs concernant le filtre LC, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans la radio, parce que c'est au centre de toute la radio, quelle que soit la façon d'ailleurs dont on réalise ce filtre. Alors, dans un filtre RLC, comme on l'avait vu sur le transformateur et sur la self-induction, par sa nature même, une self a un fil qui est enroulé autour d'un noyau, alors ça peut être sur l'air ou sur un noyau ferromagnétique, mais il n'existe pas, c'est le plus mauvais composant que l'on puisse concevoir, il a forcément une résistance interne. Et cette résistance interne va affecter la réponse de ce filtre. Alors ici, j'ai représenté un filtre avec une résistance de 10 ohms de manière arbitraire. Et on peut voir d'ailleurs ici sur la courbe qui est en train de s'afficher derrière moi, une certaine réponse de ce filtre LC. Vous voyez, alors ce filtre LC, il est centré sur ce que l'on appelle la pulsation du filtre, c'est-à-dire sur sa fréquence centrale. C'est-à-dire que la pulsation du filtre, c'est l'inverse de la racine carrée de la self et du condensateur. Et avec une résistance de 10 ohms, on obtient cette courbe-là qui est relativement plate. En revanche, si on avait le même filtre avec une résistance de 1 ohm, c'est-à-dire exactement les mêmes valeurs, on obtiendrait une courbe infiniment différente,
toujours centré, ça ne change pas sur la fréquence de résonance, mais pour autant, on a une courbe beaucoup plus resserrée, et ça, c'est ce que l'on appelle, dans un filtre, son facteur de qualité, qui est donc le rapport entre la self et la résistance. La valeur de la self entre la réactance et la résistance. Alors après, quand on fait des formes canoniques, quand on viendra à parler des filtres, je vous montrerai comment ça se traduit dans les calculs. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est d'arriver à faire des filtres très sélectifs. Et c'est pas facile à faire parce que si on fait un grand nombre de tours dans la bobine, forcément on va avoir à un moment donné une valeur importante de résistance parasite. Et donc il va falloir cascader des filtres les uns derrière les autres pour améliorer cette réponse. Et c'est ce facteur de qualité, il est une partie de la réponse de la sélectivité d'un récepteur. Alors la réponse qui a été faite au départ, avant l'arrivée du super-hétérodyne, c'est de fabriquer ce que l'on a appelé des récepteurs à amplification directe. Alors le récepteur à amplification directe, il est assez, on va dire, compréhensible de manière intuitive. À partir de l'antenne, ce que vous voyez ici, il est suivi d'un filtre présélecteur qui est constitué d'une self et d'un condensateur variable, lequel condensateur variable vient se caler sur la fréquence. Alors, sur les premiers postes à galène, il était directement suivi, on va dire, d'une diode, d'un cristal de galène, c'est-à-dire d'une diode, d'un détecteur et d'un casque qui permettait d'écouter directement les signaux. Mais là, il fallait avoir évidemment des signaux très forts pour pouvoir animer la membrane du casque. Alors rapidement, il est venu à l'idée de dire on va ajouter un amplificateur haute fréquence dès l'arrivée des premières triodes pour augmenter ce signal et le faire suivre à nouveau d'un nouveau filtre, ce qui a pour effet de resserrer. Quand vous cascadez des filtres comme ça derrière les amplis, vous avez pour effet de passer les fonctions de transfert soit au carré, soit au cube, et donc de fait de resserrer, on va dire, le filtre, et donc d'en augmenter son facteur de qualité. Et ainsi de suite, rajouter plusieurs amplis HF cascadés les uns derrière les autres, suivi d'un détecteur, puisqu'il s'agit d'un récepteur AM, mais ça pourrait être un discriminateur, par exemple, pour si c'est un récepteur FM, et bien sûr d'un amplificateur BF qui se termine soit sur un haut-parleur, ou plutôt à l'époque, chez les premiers récepteurs, sur des casques. Alors ça pose un problème quand même, ce type de récepteur. Le premier problème, c'est que vous comprenez bien que vous devez accorder tous ces filtres sur la même fréquence quand vous changez de canal. Et ça, c'est un problème parce que la beauté de l'analogique, c'est sa capacité à peu près nulle d'être capable de reproduire des composants strictement identiques. Et vous imaginez facilement que ces condensateurs que vous avez ici, que vous allez devoir régler, mais il va falloir les régler parfaitement tous sur la même fréquence. C'est pas évident. Alors, pour cela, il y avait des premières réponses qui étaient faites sur les récepteurs en ayant des engrenages qui entraînaient les différents condensateurs qui sont ici. Mais ça pose un problème, c'est qu'il est très difficile de fabriquer des condensateurs rigoureusement identiques. Donc, d'une certaine manière, on n'arrive pas forcément à faire un calage absolument parfait de l'ensemble des filtres sur la même fréquence. Premier problème. Deuxième problème que l'on a, typiquement sur le récepteur que vous voyez ici, qui est ce fameux Philips considéré, souvent nommé sous le nom de la boîte à jambon. Bon, j'ai piqué un clip art open source, parce que j'ai pas ce récepteur-là, je ne peux pas vous le montrer. Mais ça, on a un gros problème avec ce type de récepteur, c'est qu'il faut qu'il soit parfaitement blindé pour l'excellente raison, et vous allez vous comprendre tout de suite pourquoi. Comme tout est rigoureusement sur la même fréquence, quand vous avez une grande chaîne d'amplification qui va présenter un gain très important ici, ce que vous avez là, mais vous avez toutes les chances que le signal ici, qui est en sortie de cet ampli HF, fuite jusqu'à l'entrée, et là vous avez fabriqué un oscillateur, donc il faut que ces postes soient parfaitement blindés. Venons-en maintenant au super hétérodyne. Alors le super hétérodyne, que vous voyez à côté de moi, est utilisé pratiquement dans tous les segments de l'industrie, qu'elle soit civile, militaire, mais surtout ce qui caractérise ce poste, c'est sa transposition de fréquence, comme on va le voir dans la suite de l'exposé. Même les solutions numériques aujourd'hui utilisent de la transposition de fréquence qui est au centre de ce récepteur. Alors l'origine du brevet est attribuée à un ingénieur en particulier, mais beaucoup ont concouru à l'élaboration de ce brevet. Je ne vais pas rentrer dans le détail du brevet,
mais on peut citer Walter Schottky, Lévy, Lucien Lévy et Armstrong. Alors il faut savoir que du point de vue de Lévy, quand il a créé le super-hétérodyne, ce qui allait devenir le super-hétérodyne, d'abord l'hétérodyne puis le super-hétérodyne, c'était pour pouvoir crypter, pour pouvoir rendre inaudibles des communications militaires. Mais par la suite, évidemment, on s'est rendu compte des apports considérables de cette typologie dans la réception des signaux radioélectriques. Alors cette technologie a 100 ans, très exactement, et si vous observez ce récepteur ici ancien que vous voyez là, c'est-à-dire que ça pour le coup c'est un récepteur de Lévy, et un circuit intégré moderne, eh bien vous allez voir qu'il reprend l'intégralité de la typologie que je vais vous expliquer dès maintenant. Alors le synoptique d'un super-hétérodyne, évidemment, commence comme celui d'une radio-amplification directe. Il y a un présélecteur, mais qui est suivi effectivement d'un amplificateur haute fréquence. Mais là, on ne va pas à nouveau amplifier le signal avec un nouveau filtre tendant à améliorer le facteur de qualité, mais on va l'entrer dans un mélangeur. Alors ce mélangeur dispose également d'un oscillateur local et il va assurer une transposition de fréquence, c'est-à-dire que les fréquences que l'on va retrouver ici sur la fréquence intermédiaire ne vont être que le rapport de la somme et de la différence de la fréquence qui arrive par l'antenne, j'allais dire sur l'air pour vous dire, avec l'oscillateur local, et ensuite sera suivi d'un ampli de fréquence intermédiaire, d'un détecteur, et finalement on terminera sur un ampli BF avec un casque ou un haut-parleur, peu importe. Alors ça s'applique aussi bien à des récepteurs en modulation amplitude, ce qui est le cas de ce qu'on traite un peu sur la chaîne, puisqu'on traite plutôt de récepteurs anciens, mais aussi bien sûr à des récepteurs FM, simplement l'étage de détection à ce moment-là est remplacé par un discriminateur. Alors il faut savoir qu'il y a quand même un problème, malgré tout, dans ce récepteur, enfin un problème, il fallait résoudre un problème qui n'était pas évident au départ, c'est qu'il est bien évident que pour que le récepteur fonctionne, puisque toute la zone que je suis en train de balayer ici, avec mon pointeur laser, est calée uniquement sur une fréquence intermédiaire. Alors les fréquences intermédiaires ont évolué au cours du temps. Dans les premiers postes, c'était un peu n'importe quoi, on va dire. Et après, on a normalisé ça à 455 kHz, 10 méga 7, 21 méga 4, mais rien n'interdit d'utiliser une autre fréquence intermédiaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail du choix des fréquences intermédiaires dans cette vidéo, sinon ça la rallongerait de manière très importante. Mais pour que l'on ait exactement la même fréquence, il faut que ces deux condensateurs soient liés. Alors là, ce que je vous montre, c'est lié par des engrenages. Généralement, c'est lié de manière axiale, mais ça n'est pas une opération triviale, parce qu'il est évident que comme ces deux filtres ne sont pas sur la même fréquence, alors qu'on utilise un condensateur variable multicage, et qu'en plus, les rapports ne sont pas exactement les mêmes d'un point de vue mathématique, il a fallu construire des condensateurs qui permettaient de conserver toujours une fréquence intermédiaire pour que ce récepteur reçoive correctement la fréquence. Alors ça s'appuie sur un mélangeur et on va regarder maintenant le sujet des mélangeurs. Alors ce filtre de fréquence intermédiaire, il est très sélectif puisque le poste à ce moment-là, à partir de cet étage-là, ne travaille que sur une seule fréquence, c'est-à-dire la fréquence dite intermédiaire. Alors juste pour la beauté du geste, si vous observez le synoptique d'un récepteur super hétérodyne tel qu'il a été pensé déjà dans les années 20, eh bien vous allez le retrouver de manière strictement identique sur un circuit intégré. Alors j'ai pris un circuit intégré connu, mais j'ai retiré la marque pour éviter d'avoir des sujets avec les droits, que je ne sais pas trop si j'ai le droit de publier des fiches techniques, mais enfin, ce type de circuit intégré est typiquement utilisé dans des dispositifs de type d'émission-réception qui permettent de faire de la FFSK, qui vont permettre de faire de la transmission de données, quelles que soient les fréquences. Alors, ce que l'on peut remarquer pour l'info, c'est que si vous regardez bien ici, eh bien vous regardez bien que l'amplificateur HF est ici sous la forme d'un LNA, ce qu'on appelle un Low Noise Amplifier. Je reviendrai sur l'intérêt des LNA quand on traitera des sujets de facteurs de bruit. On y retrouve bien sûr l'oscillateur qui là est un VCO avec une PLL, avec une boucle à verrouillage de phase. C'est plus un oscillateur avec des condensateurs, mais le principe reste le même.
Le filtre moyenne fréquence, eh bien, il est là. Il est exactement dans le circuit intégré, de manière monolithique. Et on y retrouve également le mélangeur, pardon, que vous voyez ici d'ailleurs, je l'ai représenté de la même manière, ce qui veut dire que depuis les années 20 pratiquement, on dessine le mélangeur de la même façon. Et enfin, bien sûr, on a un ampli de fréquence intermédiaire, ici, qui est à l'intérieur d'un circuit intégré. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le circuit intégré la même typologie qui était réalisée avec des tubes. Alors maintenant, si on regarde ça sur un récepteur, ça c'est un récepteur des années 50, très classique. Et comment est-il composé? Alors d'abord, il y a un étage de changement de fréquence qui, pour le coup, est réalisé avec un mélangeur dit pentagride. Je vais y revenir. Il est suivi d'un amplificateur moyenne fréquence, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que ça c'est un tube, c'est une pentode qui assure l'amplification de la moyenne fréquence, suivi d'une détection et d'un préampli. Alors là, on est déjà dans la partie BF. Cette détection, vous voyez, c'est un tube double qui permet d'avoir une diode qui fait un double redressement suivi d'un étage de triode. Enfin, on a un amplificateur BF qui va sortir vers le haut-parleur. Ça, c'est typiquement le genre d'ampli, un petit peu comme on avait vu au début de la chaîne et qu'on avait réalisé avec une EL84, c'est-à-dire c'est quelque chose de très simple, c'est un ampli en classe A, à tube unique, et en plus, généralement sur ces trucs-là, il n'y avait pas de contre-réaction, et c'était censé sortir de l'audio avec un maximum de 5 kg. Il faut savoir que l'AM, enfin la modulation d'amplitude, elle ne dépasse pas 5 kHz. Il y a une alim très classique, on ne va pas revenir sur le sujet des alimentations, ici avec une self avec un filtre ampli. Et enfin, un indicateur d'accord. Un jour, je reviendrai sur le sujet des indicateurs d'accord et du contrôle automatique de gain, mais ça nous éloignera du sujet du changement de fréquence. Le changement de fréquence dans ces postes, il est réalisé par un tube dit pentagride. Alors pourquoi s'appelle-t-il pentagride? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 5 grilles à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5 grilles. Alors comme ça paraît compliqué parce qu'évidemment on ne comprend pas à quoi servent toutes ces grilles, et surtout quand on a autour de ça tout l'environnement du tube, évidemment c'est pas évident de comprendre le fonctionnement de ce tube-là, qui n'est pas très intuitif. Alors venons-en maintenant au cœur du problème, c'est-à-dire au mélangeur et au mélangeur dit parfait. Alors on va commencer par parler du mélangeur parfait, mais avant d'entrer dans le détail de ce que l'on appelle le mélangeur parfait, qui est au cœur de la compréhension du changement de fréquence, je vais retourner un peu au tableau et je vais vous expliquer ça, et ensuite je vous retrouve directement sur les slides, parce que ce mélangeur parfait n'existe pas. C'est toute la beauté de l'analogique, c'est-à-dire de créer des modèles un peu comme ça, parfaitement théoriques, mais on va voir que ça n'est pas aussi simple et aussi trivial qu'apparaît la fonction du mélangeur. Mais pour l'instant, je vous retrouve au tableau pour la partie transposition de fréquence. La meilleure explication de vulgarisation que j'ai trouvée concernant le super-hétérodyne, la transposition de fréquence et le filtrage du super-hétérodyne, je l'ai trouvé dans un document publicitaire de 1926 pour le poste de Lucien Lévy, pardon, qui était donc cet équipement qui équipait l'avion de Blériot, me semble-t-il. Alors j'ai pas publié ce document sur la vidéo parce que je sais pas s'il n'y a pas des droits, et comme je connais pas trop le sujet des droits d'auteur, j'ai préféré ne pas la publier. Quoi qu'il en soit, c'est assez surprenant que dans un document publicitaire comme celui-là, il ait posé un problème technique pour vanter les mérites et les performances de son équipement. Alors quel est le problème qui est posé? Alors avant toute chose, je vais déjà vous indiquer un principe, parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est assez paradoxal qu'on ait un document aussi, on va dire, pointu dans ce papier pour une publicité. On va revenir par exemple à un filtre du premier ordre, d'accord? C'est-à-dire un filtre, par exemple un filtre RC. Dans un filtre du premier ordre, la courbe, ça va nous faire quelque chose comme ça. Et à un moment donné, ici, on va avoir une coupure à 3 dB. Et ensuite, la pente va diminuer de 10 dB par décade, 20 dB par décade, pardon. Alors, ça, c'est un filtre classique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la pulsation ou la fréquence de coupure de filtre, d'accord, oméga 0, plus vous allez être éloigné de cette fréquence-là, meilleure sera la réjection du filtre. Typiquement, si je me trouve ici, comprenez bien, si j'ai un écart ici, j'ai une fréquence là, elle va être forcément plus rejetée par rapport à la fréquence de coupure.
Ça, c'est tout à fait logique. Entre le oméga 0 et là. Alors, il pose un problème dans son... Il donne un exemple. Il pose un problème avec deux fréquences que je vais vous dessiner ici dans le domaine spectral, puisque dans la radio, on travaille presque exclusivement dans le domaine spectral. Alors, il indique qu'il a deux fréquences. Alors, une fréquence ici qui est à 975 kHz, une fréquence à 1 méga, que je vais indiquer comme étant 1000 kHz. Et il indique dans ce papier qu'il est très difficile de discriminer ces deux fréquences. C'est logique, parce qu'il faut faire un filtre. Alors, en l'occurrence, si on veut recevoir la fréquence à 975 kg, il va falloir faire un filtre, vous comprenez bien, qui va devoir rejeter la fréquence au maximum. Alors, ça, c'est pas facile à construire, si on veut éviter ça. Et si on utilise un simple circuit bouchon, comme on avait vu dans le récepteur à amplification directe, qu'on vient caler avec un condensateur variable comme cela, mais on va plutôt avoir quelque chose de cette nature qui va avoir un facteur de qualité plus faible, si bien qu'on va ramasser ces deux canaux avec un écart ici assez faible. Donc il indique dans ce même document publicitaire qu'il fait une transposition de fréquence. Alors, on va parler de transposition de fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire faire une transposition de fréquence? Ça veut dire qu'au lieu de travailler avec 975 kHz et 1 méga, il va ici au moyen d'un mélangeur. Alors je ne vais pas, je vais vous expliquer après comment fonctionne un mélangeur. Avec un mélangeur, il va transformer ça ici en deux nouvelles fréquences. Alors c'est un exercice qui est parfaitement théorique, mais qui expose parfaitement le principe du super hétérodyne. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire qu'entre 975 et 1 méga, il y a très exactement 25 kHz d'espacement de canaux. Alors si vous comparez 25 kHz par rapport à 1 méga, et à 975 kg et 1 méga, c'est-à-dire qu'on va faire 25 kHz divisé par 1 méga, par 1000 kg, quoi. Ça va nous donner quelque chose comme 2,5%. C'est ce qu'il indique dans son document. Et il va transposer ça sur deux fréquences. Il va ramener le 975 kHz à 40 kHz. Il va ramener le 1 méga à 65 kHz. Voilà ce qu'il va faire. Bon, pour ça, il va venir ajouter ici un oscillateur local. Je vais vous l'expliquer après, qui est lui à 935 mégas. Mes souvenirs sont bons, voilà. 935 kg, pardon. Voilà. Il va transposer en fait ce spectre-là, comme cela. C'est extrêmement intelligent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Certes, l'écart ici va être rigoureusement identique. C'est-à-dire qu'on a toujours 25 kHz. Ça ne change rien au problème. Sauf que cet écart ici, entre ces deux fréquences-là, il n'est plus ici de 25 kHz sur 1 méga, sur 1000 kg, mais il est sur 65 kg. Comme ça qu'il l'explique. Et dans ces cas-là, on va passer ici à un ratio de 25% à 38%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce filtre qui aurait ce même gabarit, ici on essayait de faire un gabarit relativement étroit, il va être plus facile de construire ici un filtre comme cela et de rejeter les canaux qui sont ici. Même si on avait par exemple un filtre ici, comme ça, on voit que la réjection est bien meilleure. Et tout le principe du super hétérodyne fonctionne comme ça. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors, c'est pas pour autant que on va s'arrêter longtemps, puisque j'ai déjà l'équipement, et on va parler après du déphaseur pentagrid, des mélangeurs pentagrid, et on parlera de comment interpréter ce tube. Pour l'instant, je vous propose d'en rester là, et salut, et à bientôt sur les ondes.